Bonjour à toi Eric. Et bonjour Pedro. Oui, et désolé pour le retard. Problème de parents, un C'est la enfant faute à Pedro. qui commence plus tard au collège, une autre qui a la gastro. Bref, business Oui, as usual. Et donc, bien sûr, voilà, c'est plus compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, on m'a fait une demande inusitée qui était très compliquée à satisfaire et que je n'ai toujours pas satisfait. Mon fils m'a demandé: «Est-ce que tu peux m'installer le Brawl Stars chinois?» c'est quoi ça? Voilà, tu es trop vieux. Éric, n'ouvre pas la boîte de Pandore. Bah, non, mais j'assume, je suis trop vieux, c'est pas grave. Ça y C'est est, je suis trop vieux pour certaines choses en tout cas. Je suis trop vieux un pour jeu, certaines très choses. prisé, des jeunes d'aujourd'hui, Brawl Stars. Bon, Et bah, donc apparemment, la version chinoise a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles en Europe. Donc il faut prendre un téléphone, le changer de langue, créer une adresse en Chine, puis télécharger le jeu, puis, essayer de comprendre un jeu en chinois pour essayer de le faire marcher et s'inscrire. bon, Bref, tu sais quoi? Tu vas pousser les gamins à étudier, tu vas dire: «Bon voilà, tu apprends le chinois et puis après tu pourras le faire tout seul». c'est Ça ce va que te je me laisser un suis peu dit. de répit. Ça va te laisser quelques temps de répit. Exactement, voilà, c'est comme ça. Bref, Bon, donc pas de Brawl Stars chinois et d'ailleurs, je me suis fait engueuler que j'étais nul, que je connaissais rien à l'informatique, que j'étais incapable d'installer un Brawl Stars chinois, tu vois? Non mais et déjà quelle idée! Ça c tu non, vois, ça c'est la faute des youtubeurs. non, Les non, mais attends, youtubeurs, je lis des tu vois, qui trucs, mettent des trucs dans la tête de nos enfants. Quelle idée! oui, c'est pas faux. Oui, non, j'ai pas alors je le dis précise à Jean-Pierre Leroux, je ne suis pas habillé comme un milord, je n'ai pas de rendez-vous galant en perspective. En fait, vous ne le voyez pas, mais peut-être qu'en hors écran, je suis juste en caleçon à pois rouges. Ben moi, je suis en t-shirt de Fréquence Populaire. Alors pour info, je me permets de faire une annonce. La semaine Oui. prochaine, on va avoir quelques surprises. Il paraît qu'on va Oui. aller dans le berceau de la démocratie et peut-être qu'on va faire une émission spéciale de certaines zones du berceau de la démocratie, mais je n'en dis pas plus. Donc peut-être que ça va perturber un peu les matinales la semaine prochaine et oh là là, et tu vu comment il tacle? Non, mais attends, Pedro, tu Hugo, sais quoi? Tu mets une petite cravate sur le t-shirt, ça ira très bien. moi, je fais du placement de produits puisqu'on est en train de lancer une boutique en ligne pour nos produits. Vous aurez des belles tasses, des mugs, des autocollants, que sais-je, même des préservatifs Fréquence Populaire, mais troués pour le réarmement démographique. Ah oui, il y a des propositions, dans le business qui vont loin, hein, quand même maintenant. En fait, il faudrait faire un calendrier nu pour financer la chaîne. Non, mais, en coustineur, non, je ne fais pas ça, je suis pas rugbyman, parce que nous, on a le calendrier des rugbyman et puis voilà, hein, Oh, maison, tu veux dire que les matinales vont commencer à l'heure? Bah, déjà, on aura théoriquement 1 heure d'avance sur vous, oh, donc n'y pourquoi pas. comptez pas, hein. Il y aura des problèmes techniques, probablement. Là-bas, il faut être sûr. Voilà. Exactement, Hypatie, tu as totalement raison. Tu as tout compris. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que dès que tu te sais te servir d'un ordinateur, tu es informaticien. Mais il y a tellement de monde dans l'informatique. L'informatique n'est qu'un outil et l'informaticien, je ne pense pas que, c'était, Michael Schumacher, savait réparer, un 4x4. Pourtant, il était pilote automobile et il roulait dans une voiture. Mais on va commencer Mmh. alors, sur un premier sujet, Eric, Oui? qui, je Par crois, te lequel? tient un peu à cœur, toi. Alors, je vais Oui. partager. Donc, il y a eu, Il y en a donc plein qui me tiennent à cœur. voilà, il y a un tract, Ah oui. heu Non, heu, ça communiquait, hein, en fait, à un ma communiqué, connaissance. pardon, Ouais. désolé. En plus, comme, c'est un syndicat, tu vois, qui est un peu, ils sont un peu, costauds, tu vois? Ils aiment bien, nous rentrer dedans. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce communiqué, Eric? Qu'est-ce Alors, oui, c'est un communiqué qui est émis par, comment dire? L'Union syndicale solidaire et surtout, je croyais que c'était Solidaire Finances Publiques, mais non, c'est l'Union syndicale solidaire.
effectivement, donc précise, qui parle de la fake news sur l'abattement de 10 pour frais professionnels sur les pensions. Alors, histoire. Alors pourquoi, ils en parlent de ça? Parce que, Gilbert Sette, président du conseil d'orientation des retraites, avait, évoqué ça et disait: «Les retraités ont un abattement sur le revenu de 10 au titre de frais professionnels». Ce qui est faux, et c'est un peu malhonnête parce que normalement quand on s'occupe, de questions financières, donc le conseil, notamment le conseil d'orientation des retraites, on est quand même censé être un peu au courant, du sujet. Alors, il y a 2 choses différentes qu'il faut savoir au niveau des impôts, sur le revenu, hein, bien Les entendu. riches n'en payent pas. Alors ça, tout le monde l'a C'est un compris, c'est invariant, on est normal. d'accord. Ce qui complique sérieusement le consentement à l'impôt parmi les gens moins riches, d'ailleurs, ou les petits fraudeurs ou machin. Bon bref. En tout cas, voilà, il y a, 2 choses. Il y a une déduction forfaitaire de 10 pour frais professionnels qui est réservée, et ça, c'est pas nouveau, uniquement au traitement et salaires des salariés. Donc c'est l'article 83, 3e du CGI pardon, Code général des impôts. Voilà. Et deuxièmement, il y avait un abattement de 10 qui concerne les pensions et rentes viagères avec un minimum et un plafond. Et donc ça, Je c'est pense que tu es l'article. en conflit d'intérêts, Eric, tu vois? Tu vois, Non, quand pas tu parles de spécialement, non, CGI, je m'en fous un plus peu moi plus, mais tu vois, on sent, la société secrète des collecteurs d'impôts là derrière. ah moi je ne collecte pas l'impôt, je tapais les additions, je les encaissais pas. Voilà, et donc voilà, et c'est donc l'article 158.5 A alinéa 2 et 3 du CGI. Donc c'est pas du tout le même sujet, et cet abattement a été instauré lors de la loi de finances pour la loi de finances de 78, c'est-à-dire, qui a été ça a été voté en 1977, l'année du punk. Bien, alors, c'est pas la même nature d'un point de vue fiscal. Alors l'abattement, de 10 c'est un résultat de choix politiques, heu, qui sont opérés par le gouvernement, enfin par le parlement. Et c'était surtout en fonction du système fiscal qui était déclaratif, et qui tenait compte des capacités à frauder des uns et des autres. Explication, si tu es salarié et que tu es, comment dire, en gros tes revenus, c'est pas toi qui les déclare, il y a une déclaration annuelle de salaire qui est versée par ton employeur, qui est déposée par ton employeur, pardon. Et quand tu es retraité, c'est d'ailleurs la même chose, c'est les caisses de retraite qui déclarent ce que tu as perçu. Donc là, tu risques pas de frauder sur ce que tu perçois, très clairement. Si tu es une entreprise, je sais pas moi, une entreprise de restauration, globalement, tu peux t'arranger. En gros, tu peux faire sauter éventuellement une addition parce que tu as fermé la caisse et le mec est venu prendre un dernier truc avant. Tu peux toujours un petit peu bidouiller. Alors, l'important, c'est admis, enfin, je dis pas c'est admis, implicitement, on admet que tu bidouilles, ou que tu puisses bidouiller un peu, mais tant que tu y vas pas trop fort. En gros, c'est ça. Hem, voilà, donc du coup, dans les frais de téléphone, peut-être que tu as aussi des frais de téléphone de l'entreprise, tu as peut-être des frais perso, et cetera. Donc ça, c'est valable pour quel que soit le type d'activité, donc activité libérale ou activité commerciale. Bon, ça, c'est une chose. Donc du coup, on disait par souci d'équité, bon, les gens peuvent s'arranger un petit peu. Bon, bah, du coup, faut que pour mettre tout le monde à égalité, on crée cet abattement pour des gens qui justement ne peuvent pas faire ça. Voilà. Heu et donc du coup, alors que la déduction, comment dire, pour frais, professionnels, c'est autre chose. Un salarié, quand il va au taf, il utilise sa bagnole, sa mobylette, son scooter,
Où ils payent un abonnement de transport en commun et puis, bah, peut-être qu'ils s'habillent pas de la même façon, donc il doit faire un minimum de choses pour ça. Peut-être aussi qu'il se bon, il peut avoir un certain nombre d'autres frais indépendamment du transport. Voilà. Donc du coup, il y a la déduction forfaitaire, on partait du principe que c'était 10 et si évidemment les frais professionnels de la personne sont, pour aller à son travail, donc pour des dépenses engagées pour la conservation de son revenu, concrètement, s'il habite, un peu plus loin et que, bah, du coup, ça lui coûte un peu plus cher et cetera. À ce moment-là, il peut faire le système qu'on dit des frais réels. Voilà, et donc du coup, donc là il faudra qu'il justifie tous ses frais professionnels, heu, donc dans la mesure où il dépasse les 10 de son revenu. Voilà. Donc c'est pas toujours intéressant. Peut-être qu'en fait la déduction elle est, on tourne autour de ça. Voilà, il faut avoir des gens qui ont 30 de frais professionnels. Donc ça, c'est 2 choses complètement, Mais différentes. alors, pourquoi il y a cette fake news, dans l'air? Qui a Ah! intérêt à propager ça? Oui, bah, bien sûr. Bah, alors là, à ce moment-là, heu, bon, je pense que l'idée, c'est reprendre aux personnes, retraitées la revalorisation de leur pension qui avait été, comment dire, accordée en 2020 pour 2025, qui va être appliquée pour 2025, au titre du rattrapage de l'inflation de 2024. Donc voilà. Donc tout ça, c'est parce que, il y a eu, à cause à la suite du rejet d'un projet de loi de finances sur la sécurité sociale de 2025 du gouvernement Barnier. Donc voilà, donc en gros, bah, le principe, c'est quand même un peu ça. Il y a quand même quelques incidences, hein. La suppression d'un abattement de 10 pour les retraités, ça conduirait quand même à majorer assez fortement le taux d'imposition. Parce qu'en gros, ça toucherait plus fortement les personnes aux revenus plus modestes. C'est-à-dire, il y a un abattement de 10. Cet abattement de 10, il est plafonné aussi, hein. Ça peut pas être, peut pas plafonner à 10 de 300 000 € si tu touches 300 000 € par an. Rigolez pas, ça existe. Mais du coup, ça veut dire que ça correspond à un revenu de 3 600 € mensuels par foyer fiscal. Donc on touchera plus, particulièrement donc les retraités qui, bah, perçoivent, alors seuls ou à 2, plus de enfin moins de 3 600 € par mois. Voilà. Bon, c'était juste un peu ça. C'est globalement, ça fait partie, on est à l'heure actuelle dans un concours Lépine qui consiste à faire des économies partout et essayer de gratter un peu des sous partout. On en pourra en reparler sur un autre sujet, un peu plus tard dans la matinale, je crois, où, bah, on essaye de gratter, quelques sous de TVA aussi, au passage et cetera. Bon, mais voilà. Donc Mais du coup, voilà, on a cette histoire qui ressort donc des gens qui confondent abattement et déduction et bref, on est sur un système, un peu particulier de communication, mmh. heu, Mais moi, je suis toujours, surpris qu'en gros, il faut un diplôme, 12 formations, un conseiller au patrimoine pour comprendre comment ça marche les impôts en France. je suis d'accord. Oui, oui, non, mais tout à Tu fait vois? et c'est pas C'est pour rien, hein. c'est inaccessible au commun des mortels. Bah, alors Par exemple, je me souviens quand j'étais parent à l'époque en crèche, j'ai découvert qu'on pouvait déduire les frais de garde, donc la facture qu'on a tous les mois en crèche, mmh, des impôts et qu'en plus, ça ouvrait à crédit d'impôt, c'est-à-dire à remboursement ouais, pour la crèche tout à fait. et d'un seul coup, je parle avec des parents autour de moi et je me rends compte que personne ne déclare ça. Sauf que Ouais, la crèche, c'est facilement 300 à 400 balles par mois, que sur un an, ça fait facilement 3 000 à 4 000 balles. oui, Si tu payes 2 500 ou 3 000 € d'impôts et que tu as 4 000 balles de crèche, on te rend 1 000 balles. oui, tout à fait. Alors, Mais quoique c'est peut-être plafonné à 2 500, je sais plus, il faudrait que je vois. Il y a un plafond max, je crois, des frais de garde,
Mais ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, tu te dis: «Ça veut dire qu'il y a plein de gens, plein de parents de classe moyenne qui payent des impôts Mmh. alors qu'ils ont des Ils enfants en devraient pas. crèche, ils devraient pas en payer Alors, et on devrait même leur ils rendre dev des ou sous». en tout cas, ils devraient payer moins d'impôts. Donc, Voilà. il y a alors, si vous voulez, c'est un peu le problème qu'on a un peu partout dans toute, société un peu complexe. On a un système législatif qui donne, une règle de base, mais super simple. Bon, on va donner un exemple, on va dire: «On va instaurer la TVA», on va dire: «Ah tiens, la TVA, on va la mettre à 15». Et puis après, il y a ceux qui disent: «Ouais, mais quand même, c'est pas possible. Le taux de TVA à 15 sur des produits de première nécessité, c'est pas logique». Et ça se re et c'est bien évidemment, ça se comprend. Donc on va mettre un taux à 5,5. Et puis, on a d'autres, puis après, il y a d'autres qui disent: «Oui, mais quand même, il y a des produits de luxe, il y a pas de raison qu'on paye, la même chose que des choses, des consommations de la vie courante. Il faudrait que les produits de luxe soient taxés». Alors, moi, à l'époque où quand j'étais jeune, c'était, 33, 33 1/3, je crois, la TVA. C'est-à-dire que quand tu allais acheter tes disques à la Fnac, et ben, il y avait, tu avais 25 du total que tu avais payé qui partait, en impôts, parce que c'était un produit de luxe, Mais, un produit culturel pourtant. Et donc en fait, ce qu'on a au fur et à mesure, c'est qu'après il y a des gens qui disent: «Oui, mais il y a des choses qui devraient être exonérées parce que, par exemple, tous les produits, je par exemple, toutes les ventes, de sang par exemple, des produits, enfin des choses qui touchent au corps humain, par exemple, c'est exonéré. Puis après, mmh, on dit: «Ouais, mais attendez, dans les DOM, il y a l'insularité, le transport coûte cher». Dans les DOM ou d'ailleurs en Corse, ou aussi d'ailleurs mmh. sur d'autres îles d'ailleurs, le transport coûte cher, donc il faudrait qu'il y ait un taux de TVA, ça donc les prix sont plus élevés, donc il faudrait que le taux de TVA soit réduit. Et c'est comme ça qu'en Corse ou dans les DROM, et ben, effectivement, le taux de TVA est différent, et cetera, et cetera. Et puis après, il y a des gens qui disent: «Oui, mais ouais, il y a la TVA sur les produits enfin, il y a une TVA sur les produits pétroliers comme, sur plein de choses. Il faudrait que ça soit détaxé, pour par exemple, le carburant pour les agriculteurs, et cetera, et cetera». Donc à chaque fois que chaque catégorie soulève un problème par le biais d'un député, on instaure des exceptions, des trucs, des machins comme ça, et au fur et à mesure, on se retrouve avec un espèce de maquis, sachant qu'en plus les gouvernements ont besoin pour communiquer de dire qu'ils font des choses. Donc ils disent: «On va, orienter, l'épargne sur tel ou tel, sujet, donc là, il y aura une exonération, et puis, on va essayer d'encourager l'investissement dans le cinéma, donc on va créer le système des Sofica», et cetera, et cetera. Et donc alors les Sofica, c'est un truc, c'est quand même pour des gens qui ont un peu plus de pas mal un peu de revenus, tu fais du placement, enfin voilà. Et il y a plein de systèmes comme ça qui se surajoutent, notamment en ce qui concerne les revenus, de capitaux mobiliers, où on est dans une espèce de maquis parce qu'il faut orienter l'épargne, et cetera. Il y a des choses qui sont exonérées jusqu'à un certain montant, pas jusqu'à ça, bon, et cetera, et cetera. Et du coup, on se retrouve dans un maquis, et effectivement, on va avoir besoin d'un spécialiste. Et c'est là que le spécialiste arrive, heu, enfin que tu vas le chercher ou qu'il arrive. Tu peux être une entreprise, par exemple, et où l'entreprise va te dire: «Ah ouais, mais bon, elle pense à rien». Moi, j'ai vu un cas comme ça. Elle pense pas spécialement à un truc, elle fait c'est de l'industrie. C'est assez rare d'avoir des industries, donc voilà. Elle fait de l'industrie, elle cherche des systèmes, innovants, de d'amortisseurs ou des choses comme ça. Bon, le dirigeant, c'est un géo trouve-tout, il réfléchit pas qu'il pourrait avoir une exonération de crédit impôt recherche. Mmh. Et puis à ce moment-là, une boîte, espagnole de conseil, qui a une succursale à Paris, vient le contacter en disant: «Confiez-nous nos trucs, on va vous faire une demande de crédit d'impôt recherche pour vous, et puis, comme ça vous nous verserez, je sais pas, 30 de ce que vous avez touché». Donc parce que le crédit d'impôt recherche, c'est un truc qui est un peu compliqué, il faut faire des calculs, faut justifier le produit, le projet, et cetera. Le dirigeant qui, lui, est sur le au charbon en train de regarder, comment il peut améliorer ses systèmes, il pense pas du tout à ça, il sait même pas que ça existe.
et donc en fait, on voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec tout un maquis de gens qui ont intérêt à compliquer à ce que le système soit compliqué, qui contribueront à le compliquer, de manière à ce que, ben, effectivement, ceux qui peuvent se payer leurs services puissent être un peu avantagés par rapport à ceux qui ne peuvent pas se les payer. Alors C'est ça a été aussi pas mal simple que ça. encadré, hein, Éric, parce qu'au Oui, début, ils étaient pas plafonnés dans leurs commissions. Maintenant, ils on plafonne les commissions. ouais, Par contre, alors moi, je vais vous donner, 2 astuces très simples pour les impôts, parce que ça permet de déduire facilement de l'argent et c'est totalement légal, donc je c'est gratuit. Pour les parents qui aident leurs enfants, parce que maintenant avec la crise, il y a beaucoup de parents qui aident leurs enfants majeurs. ouais. Et ben, Oui, ça pas peut être toujours, hein. considéré comme une pension. C'est-à-dire que tant que vous pouvez justifier que vous avez donné cet argent et ça peut aussi bien être de l'argent, vous payez les courses de vos enfants. Et ben, vous pouvez déduire jusqu'à 4 000 € par an, si je ne me trompe pas, alors sauf s'ils ont révisé, d'argent que vous donnez à vos enfants pour les aider à survivre. Vos enfants devront le déclarer dans leurs revenus, mais si vos enfants, par exemple, sont au RSA ou au chômage, Tout à probablement ils fait. ne payeront pas d'impôts et vous, vous pourrez déduire des impôts. Donc vous pourrez les aider encore plus. Oui, tout Donc à fait. même Alors chose pour les enfants qui aident leurs parents. Si vous aidez financièrement vos parents à boucler les fins de mois et cetera, bah, vous notez toutes les sommes que vous mettez, vous gardez trace de ça et vous pouvez déclarer, une pension que vous versez à vos parents. Donc c'est régulier bien sûr. Si vous avez filé 30 balles, mais je connais nombre de personnes qui filent 2 à 300 € par mois, même plus, à leurs parents pour les aider à payer les loyers et cetera. Bah, c'est déductible. On peut oui, alors ça, c'est un peu lié à l'obligation alimentaire qu'on a mmh, des ascendants vers les descendants et aussi, en sens inverse, hein. C'est-à-dire que, mmh. quand tu es jeune, tes parents sont censés t'aider. Notamment, tu as une obligation, c'est-à-dire jusqu'à 25 ans, tes parents sont censés, t'aider à payer tes études. Alors en fonction de leur capacité à eux, hein, bien on est bien d'accord. Mais c'est comme ça que, par exemple, je crois que c'était Ségolène Royal qui avait fait un procès à ses parents parce qu'ils voulaient pas, l'aider pour ses études, par Alors, exemple. Christophe Et dit après, c'est pareil, si tes parents se retrouvent, en EHPAD et cetera, que ça leurs revenus suffisent pas à payer l'EHPAD et ben, l'EHPAD vient te chercher. tout à fait. Sur le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut déduire les sommes qu'on donne à ses ascendants ou ses descendants, bah et Ouais, même, toute autre personne qu'on pourrait avoir à charge, hein, toute tout autre à fait. personne majeure. On peut, imaginons que vous aidiez, à bout de bras quelqu'un, vous pouvez déduire des impôts. Alors, Zetek Christophe demande: «Et si étudiant?» C'est pas tellement le statut, professionnel qui joue, c'est s'il est rattaché fiscalement à vous ou pas. S'il Oui, n'est c'est pas ça. rattaché fiscalement, c'est considéré comme une pension. Sinon, c'est considéré comme une part et dans ces cas-là, ça rentre pas dans le même calcul. Mais effectivement, c'est un truc, heu, très simple et vous pourrez regarder et juste il faut que vous puissiez prouver par contre que vous avez bien dépensé cet argent. C'est-à-dire que je déconseille de charger la barque, mais franchement, moi je connais des parents qui payent tous les mois leurs courses pour leurs enfants, parce que pour les aider, bah, 200 € les courses, bah, tous les mois 200 €, 200 €, 200 €. Ils ont les Ouais, reçus, c'est ça fait considéré oui, ouais, comme une ça fait aide. 2 400 à la fin de l'année. Voilà. Et bah, mine de rien, ça c'est déductible et cette déduction, alors ça vous donnera pas de crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'on vous serait pas remboursé, Non, si vous êtes en fiscalité négative, mais ça vous fait diminuer l'impôt d'une certaine manière. oui, Donc il y a tout le sujet, les gens confondent un peu déduction des impôts et réduction d'impôts. C'est pas le même système. En plus, ce qu'on déduit des impôts, mmh, c'est certaines catégories de dépenses que tu dois justifier, mais qui du coup te donnent pas droit à, te donnent droit à rien de particulier. C'est-à-dire si tu as pas de revenus suffisants, bah, tant pis. Si c'est perdu, si tu es, crédit d'impôt, c'est quelque chose que tu vas pouvoir, utiliser enfin, la réduction d'impôt, c'est souvent un truc mmh. qui te sera remboursé. Alors il y a plein de trucs, il y a en fait, il faut pas trop se plaindre parce que c'est plus simple en France qu'aux États-Unis.
Aux États-Unis, la brochure, elle est super épaisse et on peut, faire des réductions de plein de choses, des Mmh. dons à des fondations, enfin, c'est vraiment, un truc encore plus complexe que chez nous. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que, il y Et a en plus, ils ont des fiscalités locales là-bas, qu'on n'a pas nous. tout alors on a une fiscalité locale, mais c'est un système qui est unifié, donc voilà et on n'est pas, bon. Non, mais je veux dire par État, les États, chaque État a Oui, sa tout à fait. Tout à fait, régime mais très particulière. de la même manière que par exemple, dans l'Union européenne qui n'est pas un État fédéral, hein, on sait bien, on peut avoir effectivement des impôts différents, des taux différents et cetera suivant les pays. On a des taux de TVA différents d'ailleurs, voilà et Alors, ça peut être le cas. Voilà, c'est un peu c'est vraiment le problème de la grosse injustice et alors, je me rappelle que dans les années fin des années 80, on a eu des avocats fiscalistes qui ont commencé à travailler qui travaillaient à l'américaine, c'est-à-dire ils travaillaient au pourcentage et aux États-Unis, on sait bien que le système des avocats, c'était, comment dire? Était un système inflationniste au niveau des condamnations, des dommages et intérêts. On a toujours des demandes, extravagantes, mais il y a des raisons pour ça, parce que l'avocat, lui, sa rémunération va en té vous dépendre directement et en France, on est arrivé un petit peu à ça. Alors je ne sais pas si on a moralisé un peu le système par un dispositif ou pas, mais globalement, bon voilà, c'est un système qui pousse à la conso, d'une part et qui pousse à l'inflation, comment dire? L'inflation des frais de justice, qui constituent en eux-mêmes un déni de justice. on va revenir sur nos sujets. Alors Pedro, ouais, Alors, il paraît qu'il se passe des trucs, alors, dans un pays où on danse ah le oui, tango. Alors, où est-ce qu'on danse le tango? Est-ce qu'on danse le tango en en Uruguay, Thaïlande? en Uruguay aussi. En Thaïlande, c'est pas les Thaïlandais qui dansent le tango? Ouais, bon, Ou les Russes? En Turquie, en Finlande, bon, au Japon et cetera, ouais. Non, mais par contre, là où c'est né, oui, c'était effectivement en Argentine et en Uruguay, dans les zones urbaines, je précise. Voilà, mais donc on va Oui, parler parce plus que pour ceux précis qui ne savent pas, alors non, je non, vais non, faire non. une Mmh, révélation ici. Il y a ouais, Danse ouais, avec les stars et il y a Danse avec Eric. Eric est un, heu, on va dire, danseur de tango classe mondiale. On peut dire ça comme ouais, ça. Et pour ceux qui n'exagérons auront pas. l'occasion, pour mesdames ou messieurs qui voudraient danser avec lui et voilà, c'est un grand, Ouais, danseur de tango. oui, mais bon, Donc mais qu'est-ce qui se passe? Donc on a un président fantasque, l'homme à la ouais, tronçonneuse, qui décide et alors il n'est pas le premier hein, en Amérique latine, de commencer à pratiquer un révisionnisme. Bon alors, mmh, d'État, en particulier puisqu'il y a la commémoration, de la fin, ou du moins des coups d'État et cetera. Il faut rappeler, alors je vais faire un petit rappel historique avant qu'on parle du cas de l'Argentine. Ce qui s'est passé en Amérique latine, ouais, après la d'une manière 2e guerre générale. mondiale, fait partie d'un plan qu'on a appelé l'opération Condor. Donc l'opération Condor n'est pas un complot, c'est largement documenté. Donc opération du département d'État américain visant à éradiquer et le terme éradication est très important puisqu'on est sur, on va dire dans le principe d'un nettoyage ethnique, mais politique. C'est-à-dire qu'on enlève le ethnique et qu'on va mettre du politique. Donc on est vraiment dans une épuration politique. Les 2 peuvent se cumuler, hein. Voilà, tout à fait. Des courants de gauche, même les plus modérés, sur le continent latino-américain, du moins du Mexique au Chili, en passant par le Brésil et cetera. Donc c'est, on va dire, une opération que les Américains ont mis en place. À l'époque, parce que c'est suite à ce qui s'est passé à Cuba. Mmh, Ce qui s'est passé à Cuba, justement, heu posait, un problème existentiel ou pour la sécurité des États-Unis et donc par rapport à ça, ils ont décidé de mettre en place cette action qui visait à financer des oppositions et faire, justement, en finir avec tous les mouvements de gauche,
qu'il y avait sur le sous-continent. Ce qui a créé des coups d'État. On pense au coup d'État au Chili, Salvador Oui. Allende, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et dans tous les quasiment Paraguay les pays aussi, voilà. du Ouais. Sud et donc alors Jean-Pierre Leroux dit: «Est-ce qu'un stalinien peut être considéré comme un modéré?» Non, à l'époque, même des gens Non, non, mais très, très modérés ont été visés, hein. C'était vraiment il faut savoir qu'aux États-Unis, dès lors qu'on est, à gauche de Zemmour, on est communiste, hein. Je rappelle que, Trump qualifie Barack Obama, d'agent communiste. ouais. Voilà, Oui, donc oui, non, mais bon. Non, mais c'est important de s et que d'ailleurs, Allende était pas communiste, par dit exemple, hein. il dit que Macron est un président socialiste. Donc voilà et il faut voir, c'est très particulier et donc à partir de là, maintenant il y a un narratif depuis, bien une bonne dizaine d'années qui veut réécrire l'histoire, donc qui dit: «En fait, il y avait un péril existentiel pour ces nations-là et donc on n'est plus dans des coups d'État, heu fascistes, mais» puisque alors là, on parle vraiment du vrai fascisme, hein, on ne parle pas du fascisme fantasmé, hein, on parle Ouais, vraiment d'idéologie s'inspirant directement du fascisme. On n'est pas justement, face à des coups d'État, mais bien à des contre-révolutions. C'est-à-dire qu'ils vont, réécrire l'histoire en disant que ces gens-là pouvaient prendre le pouvoir ou étaient en position de prendre le pouvoir et donc l'armée, puisque c'est souvent l'armée qui est intervenue, a garanti les institutions et a empêché justement, c'est, donc par des contre-révolutions. C'est le narratif au Brésil, c'est le narratif au Chili, c'est le narratif en Argentine. Or, la réalité, c'est que ces groupes-là participaient à la vie politique, n'avaient pas, il y avait très peu, c'était vraiment ceux qui voulaient faire des coups d'État, c'était peut-être 20 gus, au milieu de nulle part, qui n'avaient aucune possibilité de renverser, le mmh, mais qu'on ait et tous ces groupes-là ne sont rentrés en clandestinité qu'a posteriori des coups d'État. Et donc la plupart, pour survivre et pour, ne pas être terminés par, les dictatures, ont dû rentrer dans la lutte armée. Mais il n'y a pas de lutte armée dans ces pays-là avant la mise en place des coups d'État. C'est important puisque dans le narratif, révisionniste, il est fait mention, ces groupes étaient dangereux puisqu'ils sont armés, mais en fait, ils s'arment en réaction. C'est un peu comme si on accusait De Gaulle, on accusait, l'Allemagne d'avoir envahi la France et ben, on dirait plutôt l'Allemagne a envahi la France parce que De Gaulle avait une résistance armée à Londres. Alors qu'en fait, le c'est chronologiquement ça marche pas, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire et justement, Milei est en train d'aller assez loin dans la réécriture de l'histoire argentine, donc ouais, je vais te laisser en parler, Éric, mais ça s'inscrit dans un contexte assez large. C'est le même courant d'ailleurs, américain qui vous disent que Hitler était un homme de gauche parce que socialiste d'un national-socialiste et voilà, ouais, c'est un révisionnisme global de l'histoire du 20e siècle. ouais. À propos de révisionnisme ou d'instrumentalisation, complètement biaisée de l'histoire, je signale, il y a une petite chaîne, YouTube qui s'appelle Yann tout court, où effectivement on débunk, pas mal de choses comme ça, notamment je pense, sur ce sujet-là du, Mussolini était un socialiste, et cetera, Hitler était un socialiste, et cetera. Entre autres, hein, cette vidéo m'avait frappé. Oui, non, effectivement, ce qu'il faut vous dire, voilà, lundi dernier, donc c'était, le 49e anniversaire du coup d'État, militaire en Argentine et donc il y a eu une très grosse manifestation, pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei. Mmh. Alors notamment portant sur les crimes de la dictature. Alors, le président argentin du coup lui, il dénonce une mémoire tronquée, c'est le mot qu'il emploie et il avait annoncé plus tôt la journée donc effectivement une déclassification, totale des archives militaires entre 76 et 83. Heu, bon alors beaucoup, l'accusent de le faire pour essayer de relativiser les crimes militaires. On verra bien, ce qu'il en est.
Mais en gros, c'est une mesure qui opère le transfert des archives du service des renseignements de l'État vers le service des archives générales. Donc qui est donc un organisme chargé de la conservation et de la consultation des documents historiques. Alors, bon, ce que disent les gens, c'est bah oui, si ça permet de savoir où sont les corps des disparus et les bébés qui ont été volés, et qui sont partis ailleurs, effectivement, ça, bon, ça peut être pas mal, mais c'est pas exactement ce que propose le gouvernement. En fait, l'idée, c'est, de parler, de en fait, l'objectif, c'est de dire, comme tu l'as expliqué Pedro, qu'en fait, il y avait 2 des 2 côtés, c'était violent, en gros. Oui, c'est le Heu, fameux, comment ça s'appelle? C'est la fameuse théorie, du serpent à 2 têtes. oui, c'est ça. Voilà, le serpent à 2 têtes. Donc il y avait un petit peu ça. Alors juste quand même, on pourrait rappeler deux trois trucs, hein. Alors, il y a indépendamment de ça quand même, sa colistière a été accusée de négationnisme, concernant les crimes commis par le régime militaire parce que bon, Mmh. concrètement, Milei, il s'est retrouvé soutenu par, des tas de gens aussi qui ont trempé dans la dictature. C'est-à-dire que c'est pas, un fou de liberté et cetera. Oui, parce Enfin, qu'il y a mais un il y a dit, être libertarien, c'est pas forcément, ou très libéral, ultra libéral, c'est pas forcément être, heu, pour une libéralité totale, pour tout le monde, hein, en fait, en vérité. Eric, ce qui est important de préciser, justement vis-à-vis de ça, c'est que en Argentine, mais dans les autres pays, et on l'avait vu à l'époque avec l'histoire de Pinochet, comme au moment où, il y a la redémocratisation des différents pays, généralement, elle ne s'est pas, faite par des contre-révolutions ou par des passages Non, tranquilles. C'est plutôt pour des raisons économiques, parce que les pays étaient, limite j'allais en y venir. faillite, presque les uns après les autres, que ce soit au Brésil, au Chili. Les gouvernements ont été obligés, du moins les militaires ont été obligés de rendre le pouvoir à la société civile. Mais à ce moment-là, généralement, la plupart ont signé des grandes lois d'amnistie et des transitions démocratiques qui les exonéraient de tous les crimes, commis pendant ces périodes-là. Ce qui fait que dans la plupart des pays d'Amérique latine, la plupart des gens ayant collaboré ou ayant activement soutenu les régimes, et ayant commis des massacres, n'ont pas été inquiétés. Oui. On se souviendra du fameux procès Pinochet justement, où ça a été très, très, très compliqué pour le Chili justement, et avec ces histoires de loi d'amnistie. Et par exemple au Brésil, Mmh. c'est le problème, par exemple, c'est pour ça que Bolsonaro pouvait dire n'importe quoi sur la dictature, c'est que la loi d'amnistie a blanchi tout le monde, et le principe, c'est sous prétexte de blanchir ceux qui résistaient contre le régime, ils ont blanchi ceux qui commettaient des atrocités, et Alors, le donc blanchissement de gens qui ont fait des atrocités, c'est assez cool, enfin, c'est quand même souvent assez répandu, quand on dit: «Il faut faire amener la concorde civile». On rappellera par incidence, que dans le cas de l'Algérie, des assassins et des tortionnaires se sont retrouvés blanchis pendant qu'on embastille Boualem Sansal pour 5 ans, voilà. mmh, Pour avoir dit que les frontières de l'Algérie à l'époque, en temps précolonial n'étaient pas tout à fait les mêmes. Alors ce en quoi il a peut-être pas forcément raison, mais bon voilà, c'est un peu comme ça. Oui, effectivement, le vrai problème, et il y avait notamment, à une époque, ils pratiquaient en Argentine el escrache, c'est-à-dire, il y avait des gens qui se pointaient devant le domicile d'un gars qui avait été tortionnaire, et cetera, et puis, en gros, il lui foutait la honte, et puis ça, il attirait l'attention sur le fait que ce type-là habitait ici, habitait sur place, et ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ils se sentaient un peu obligés de déménager et d'aller se faire oublier ailleurs. Oui, non, mais juste pour rappeler quand même c'est l'occasion de faire quelques rappels parce que, bon, on était à l'époque, de la guerre froide, la théorie des dominos, c'est-à-dire, ben, on prend, je sais pas, notre pays prend, un pays prend met la mainmise
sur le pays voisin, et puis après sur le pays voisin du pays voisin, etc. Et donc, en gros, on disait, les communistes, ça va être ça, s'ils se prennent Cuba, après, ils vont prendre telle autre île, et puis après, tel autre pays d'Amérique latine, etc. Donc, du coup, l'idée, c'était de tout bloquer. Mais globalement, cette dictature a duré, je vais donner quelques chiffres parce qu'ils sont intéressants. Elle a duré 2818 jours, ce qui est quand même un peu long. A eu 4 présidents, donc je ne veux pas citer leur nom, c'est pas utile. Ça a vu passer 2 mondiales, 2 Jeux olympiques et 3 papes. Euh, il y a eu 340 centres clandestins de détention qui ont été ouverts. Il y a plus de 600 livres qui ont été interdits, entre autres même y compris des livres d'enfants. On a interdit plus de 200, j'allais dire pellicules, 200 films, comment dire, étrangers et 130 argentins. Et on a évidemment coupé des parties d'un certain nombre d'autres aussi. Bon, évidemment, ils ont envoyé 14 000 hommes dans la guerre des Malouines. Le régime fait toujours ce qui se passe Mais les lorsqu'on. Malouines sont argentines. Ah non, les Malouines sont Malouines, elles sont donc elles appartiennent à la France. Je rigole. Non, ouais. Oui, en fait, les Malouines Je n'étaient pas comprendrai occupées. jamais que les Anglais puissent Bah, le problème, c'est que les Anglais, quand ils sont arrivés, il n'y avait personne qui habitait, hein. Donc, ça a été pris mais à c'est personne. pas eux quand même. Enfin, il y avait des Malouins. Les Je premiers qui crois sont que arrivés, en fait, c'est des Français, en réalité. Voilà, ma, donc il y a eu un certain ma nombre de morts. Et germanophobie est juste au-dessus de ma britannophobie. d'accord. Voilà, la dictature a dissous le Parlement, enfin le Congrès, puisqu'on appelle ça le Congrès là-bas, a interdit les syndicats et restreint l'activité des partis politiques. On a séquestré, au calcul, ont été séquestrés, torturés et disparus 30 000 personnes, dont seulement 9 cas ont été dénoncés devant un organisme qui s'appelle la CONADEP. Voilà, il y a 490 personnes qui sont nées en captivité. Et seulement 127 sur ces 490 ont été récupérés par les parents. Les autres ont disparu, purement et simplement, probablement comme sous le franquisme. On a fourgué, on a fourgué ces bébés à des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc qui ont acheté des enfants. C'est un autre système de genre de GPA, si on veut bien voir, parce que ça correspond à ça. Mhm. Le premier État à reconnaître la dictature de Fidela, c'était, devinez qui? Les États-Unis. Le même jour qu'ils ont reconnu, ils avaient accordé un crédit de 110 millions de dollars, voilà. Et après, ce qu'il faut parler maintenant, c'est du point de vue économique. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau économique? Parce que généralement, dans toutes ces dictatures, on a mis en œuvre des théories économiques. Le cas le plus célèbre, enfin des théories économiques libérales, hein. Le cas le plus célèbre, c'est évidemment celui des Chicago Boys au Chili de Pinochet. Alors, Et il euh, faut pas oublier une chose, Eric. Aujourd'hui, on sait à l'ouverture des archives que le miracle chilien, brésilien, argentin, tout ouais. ça, était complètement factice et complètement fabriqué pour faire croire que cette idéologie-là marchait. Ah, bon, justement, on peut en parler, hein. En gros, sur cette période-là, donc je donne un exemple très simple. Ils ont multiplié par 6 la dette externe, bon déjà. Ils ont fermé 20 000 usines. Et l'inflation, alors accumulée entre donc 76 et 83, ça serait, tenez-vous bien, de 517 000 %. C'est un truc de fou furieux, quoi. Et évidemment, pendant ce temps-là, ils ont dépensé 500 millions pour le mondial parce que c'était bon pour l'image de la junte. Et la pauvreté est passée en 75 de 4,4% à 37,4% en 1983. Bon, sous Milei, on a passé la barre des 50 quand même, hein. Donc, voilà. Et donc, juste autre chose aussi, un truc très intéressant qui nous fera peut-être une transition avec un autre sujet, c'est qu'on a étatisé la dette privée de 70 grandes entreprises. Donc, bon, Fiat, Ford, Citibank, etc. Enfin, bon, bref.
donc pour un montant de 22 000 millions de dollars. Voilà, donc en gros, ça c'est quand même, assez intéressant. C'est qu'en gros, ils ont privatisé des dettes, ils ont aussi pas mal libéralisé, certains autres activités, c'est-à-dire qu'ils ont donné ça à des copains essentiellement, mais que globalement, on s'est retrouvé avec une inflation galopante qui est toujours un problème endémique, à l'heure actuelle. Donc voilà, je sais plus, qui c'est qui disait que la guerre était une chose trop importante pour la confier aux militaires. Je crois que je sais pas si c'était pas Churchill. Enfin bon, en tout cas, l'économie, c'est clair qu'effectivement, il faut pas leur confier. Voilà, donc en Non, gros, mais de toute façon, qu'on va être très clair, aucun de ces régimes dictatoriaux n'étaient ni patriotes malgré tout ce qu'ils ont pu dire, c'était des caniches des États-Unis. ah Ils oui, oui, prenaient leurs clairement. ordres à Washington et appliquaient ce que Washington disait. Les entreprises qui s'implantaient étaient des entreprises américaines. Ils ont été des vassaux complets Oui, et on peut considérer que d'un côté, il y avait l'Union soviétique avec ses satellites et que les pays d'Amérique latine étaient des satellites directs des Américains, mais dans la pure logique de la doctrine Monroe. Il y a pas, il y a eu justement, d'ailleurs, une des raisons, par exemple, du coup d'État et de l'assassinat, on avait fait un reportage là-dessus quand on était au Brésil, d'un des présidents, alors qui était un peu autocrate, mais au Brésil, Getúlio Vargas, c'était sa volonté d'indépendance vis-à-vis des Américains. mmh, Donc, à un moment, on ne pouvait pas, et encore aujourd'hui, il suffit de voir tous les régimes du cône sud et de l'Amérique centrale favorables aux Américains, on vous en dira que du bien. En particulier, mmh, on va penser au président salvadorien que les États-Unis sont en train d'aider, parce que on va pas se cacher. Tout le monde lui attribue tous les mérites de la lutte contre la criminalité. C'est juste que le département d'État a arrêté de financer, les groupes, les narcotrafiquants salvadoriens. Donc tout de ouais, suite, c'est plus facile. Ils ont fermé le robinet. Mais clairement, d'un seul coup, la Colombie qui vire de bord, ça devient une horreur. Le Venezuela, c'est une horreur. Même au Brésil, c'est considéré comme une horreur et on voit qu'effectivement les Américains, dès lors qu'il y a des pays qui atteignent qui atteignent une certaine souveraineté et qui essayent de se détacher de l'oncle Sam, le bah payent très violemment, et dans le bah, sang souvent. surtout leurs oppositions sont lourdement financées et les éventuels coups d'État aussi. Oui, Par ben, exemple, la Bolivie, c'est ce qu'on a vu en Bolivie, hein, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire aussi au Venezuela. Alors, je dis pas que c'est un régime cool, hein, le Venezuela, mais bon, on a tous les phénomènes classiques, on met les gens sous embargo, on complique la donne économique et puis après, ben, ça permet de faciliter un éventuel coup d'État. C'est exactement ce qui s'était passé au Chili d'ailleurs, hein. mmh, On avait oui, organisé la grande grève des camionneurs, donc la plupart des gens bloquaient leurs stocks et disaient qu'il n'y avait plus rien pour que les gens aient la dalle et qu'en gros, quand les militaires arrivaient au pouvoir, bah, du coup, bon, les gens se disaient: «Bah, peut-être que ça nous améliorera, l'approvisionnement». Voilà, en gros, et ça marchait et comme ça. et encore aujourd'hui, quand on est en Amérique latine, on dit que la capitale de l'Amérique latine, c'est Miami. Parce que voilà, il y a pas de mystère. Il et c'est très particulier, hein. C'est un peu bizarre pour nous parce qu'Européens, on a du mal à se rendre compte, en fait, justement, que ce que les États-Unis, conspuent la Russie sur les anciens pays, de l'Union soviétique, que ce soit Géorgie, Ukraine, Kazakhstan et Mmh. cetera, ils font strictement la même chose depuis 100 ans, d'ingérence, de placement de dictateurs ou de régimes Plus que complaisants 100 et ans. Tu mmh, oublies la guerre, l'intervention américaine à Cuba en 1898, mais par exemple. mais sans aller aussi loin. Parce que quand Trump dit: «Revendique le Canada ou le canal de Panama», ça s'inscrit entièrement dans la doctrine Monroe. Alors la Tout à fait. doctrine Monroe qui dit, et ça a souvent été mal interprété, l'Amérique aux Américains, donc c'était vu par beaucoup comme, bah, l'indépendance des États-Unis. Non, ça voulait Non, dire non, non. le continent du sud au nord en passant par le milieu, aux Américains, aux États-Unis. Oui, parce que c'est la destinée manifeste du Oui, continent. tout à fait. Que c'est typiquement, hein, des mot pour mot, c'est ça. Et donc Effectivement. effectivement, Milley en bon, vassal des Américains,
Hem, Ça m'étonne pas qu'il en ait à justifier ça, puisque pour eux, dans ce narratif-là, c'est, il faut comprendre justement que les gens qui étaient au pouvoir pendant les dictatures, que ça a été le cas au Brésil ou au Chili, partout, comme il n'y a pas eu cette réconciliation, pendant un certain temps, pendant, allez, une vingtaine, trentaine d'années, ils sont restés un peu sous le radar, ils se sont fait petits, Ouais, ils se sont tus, ils ont rien dit. Mais ils étaient toujours là. Moi, je sais que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que mon père, qui avait été exilé politique, me disait du Brésil, justement, il refusait de prendre une pension d'amnistie parce qu'il me disait: «Je ne veux pas toucher ma pension d'amnistie du même, organisme qui paye ceux qui ont torturé, mes camarades». ouais, Et il me disait: «De plus, ceux qui ont fait ça sont toujours là». Et ouais. moi, très naïvement, adolescent ou jeune adulte, je me disais: «Oui, c'est juste un vieil homme paranoïaque». Non, non, mais Quand Dilma j'ai vu Rousseff, le retour justement, de ces velléités-là au moment de l'ascension du pouvoir de Bolsonaro, j'ai compris en fait qu'il avait raison, que ces gens-là étaient en sous-marin partout ouais, et juste ils se taisaient, ils attendaient leur moment. Et c'est là où ouais, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai été naïf parce que j'ai cru, et c'est un phénomène qui nous touche aussi en France, du fameux «plus jamais ça», que ce qui s'était passé était tellement grave, tellement contre l'humanité que on serait incapable de le reproduire. Et pourquoi je dis, que ça peut nous toucher nous? C'est que quand on voit justement la remontée de l'antisémitisme, un certain nombre de choses qui se passent en Europe, on peut être inquiet, justement, d'un retour de quelque chose qu'on a pensé avoir dépassé, qui était le plus jamais ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors Marie-Hélène Mignon dit: «Est-ce qu'ils sont aussi vassaux que nous?» Non, un peu l'Amérique plus. latine et le cône sud, c'est, c'est des colonies américaines. Ils ne se sont pas vendus. Ils sont on est, on c'est on va dire, c'est une extension, des États-Unis. Et donc c'est un peu différent. Nous, on s'est vendus aux États-Unis. Eux, de facto, sont des pays satellites. Donc et à chaque fois qu'ils ont voulu prendre leur indépendance, c'est pour ça d'ailleurs que Cuba, est prisé, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec le régime cubain, tout souverainiste, heu, latino-américain Ouais, voit Cuba comme un exemple de résistance. Parce que Cuba est le pays qui s'est affranchi et qui depuis, des aujourd'hui, 70 ans quasiment, a résisté justement à cette pression totale. Et il faut savoir que c'est un pays sous blocus avec des sanctions énormes et cetera, et justement, c'est un peu le caillou dans la chaussure. Mais les autres pays, bah, il faut voir, Haïti, des pays complètement, sur lesquels il y a une ingérence totale, c'est terrible en fait. Il faut se rappeler du discours, je crois, de Reagan, face, au Congrès, qui expliquait que le Nicaragua était un danger existentiel pour la sécurité intérieure des États-Unis et qu'un micro pays comme ça a été quasiment rasé par la guerre civile mmh, à cause des Américains. C'est vraiment ils font, ce qu'ils veulent sur ce continent-là, ouais, et personne dans la communauté internationale n'a jamais râlé. Heu, Au Venezuela, le nombre de fois qu'ils ont reconnu, lors d'élections, des opposants à Chavez ou à Maduro, on pense qu'on veut des élections, mais systématiquement le lendemain, alors que les mecs ont pas gagné, les Américains reconnaissent leur, pion comme le gagnant. C'est juste pas possible. Il n'y aura pas d'indépendance, de l'Amérique latine sans, on va dire, la mise au pas des États-Unis. Et donc, mmh, à un moment, ça finira en conflit, d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, c'est d'ailleurs pour ça que le rapprochement, heu, naturel du cône sud vers les BRICS et vers un autre monde multipolaire a une volonté d'échapper à ce contrôle justement, oui, de très main de clairement, fer, des États-Unis. Et c'est pour ça que les États-Unis sont aussi, stressés par tout ce qui se passe. mmh. Oui, il y avait, je sais plus qui avait soulevé qu'effectivement
Les sources, les lacs et cetera, les réserves d'eau avaient été, sous la main de Coca, de Mmh. Nestlé et cetera. Même Benetton a des lacs en Argentine. C'est acheter des lacs auxquels les populations locales ne peuvent pas forcément accéder non plus. Mmh. Parce que, il y a des grillages et cetera. L'eau va devenir une ressource importante, et très stratégique dans les années à venir. On le mesure pas trop chez nous, mais sauf, enfin chez nous aussi dans les DROM, c'est un vrai sujet. La question de l'eau et de l'eau potable et cetera et ça va devenir c'est un gros enjeu international et qui générera probablement beaucoup de conflits frontaliers. Il faut le savoir. Mmh. Et d'ailleurs, pour que bien comprendre cette logique-là, c'est en Amérique latine que va naître, des partisans de la théologie de la libertation, qui sont des religieux catholiques intégristes qui décident de prendre les armes pour lutter contre l'injustice. C'est-à-dire que c'est arrivé nulle part ailleurs. C'est-à-dire que même des gens qui étaient plutôt pour le pouvoir en place, ont dit: «Ça allait trop loin». Et donc de rentrer dans cette logique-là et donc il y a eu, bah, c'était au Nicaragua justement où il y a eu, un ministre de la culture assez connu justement qui était prêtre et qui était justement, un des fers de lance de la théologie de la libération. Heu, mais il faut se rendre compte en fait de la complexité. C'est pour ça que par exemple, quand on parle de la Colombie, beaucoup de gens parlent des FARC et cetera. La Colombie pendant des décennies est un pays où il y avait 3 armées. Il y avait les armées marxistes, des FARC, les milices paramilitaires d'extrême droite financées par les États-Unis et l'armée régulière financée elle-même par les États-Unis. Mmh, Et donc, en sachant que les milices paramilitaires d'extrême droite étaient aussi financées par un narcotrafiquant. Et donc on se retrouvait avec un pays, effectivement, en guerre les civile FARC permanente, aussi. avec des factions qui s'affrontaient et dont on a beaucoup, parlé des crimes des FARC. Mais en réalité, qui était rien par rapport aux crimes perpétrés soit par l'armée régulière, soit par les milices, d'extrême droite des narcotrafiquants, qui massacraient à tour de bras. Mais parce que le narratif voulait, détruire cette «résistance» entre guillemets, heu, a fait dire et on se souvient de l'exemple, c'était Ingrid Betancourt, c'est horrible, les FARC et tout. Mais la réalité, c'est des régions très, très compliquées. Il faut comprendre que les Américains ont des bases et cetera, militaires. C'est vraiment des zones géostratégiques importantes. Donc, voilà, Mais il faut le voir, il oui, vas-y. n'y a pas beaucoup de pays où les États-Unis n'ont pas de base militaire en même temps, indépendamment de l'Amérique du Sud. Oui et d'ailleurs, si on retourne la chose à l'envers, la Russie en a pas tellement, en dehors Non, des anciens pays satellites. ils ont les 2 bases en Syrie, Oui, c'est tout à tout. fait. Il y aura peut-être bientôt une en Algérie. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Milei fait partie de ce courant, de la droite latino-américaine qui veut réécrire l'histoire, sans doute pour faire plaisir à ses propres soutiens qui sont issus de la dictature et qui ont une espèce de nostalgie de cette époque-là, Mmh, parce qu'il y a une nostalgie importante. Il faut comprendre aussi un truc important et qui est assez peu compris ici, mais qui est valable aussi, en Russie. Quand une population est élevée par un système autocratique, qui va le conditionner d'une certaine manière à croire à un récit ou à un autre. Au moment d'un changement de régime, certains réflexes et certains conditionnements de cette population restent. Et mmh, donc, il y a une partie de la population qui est prêt qui a mangé cette propagande, qu'on vivait mieux, que machin, pour qui oui, c'est une réalité même si elle n'est basée sur rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si demain d'ailleurs les États-Unis s'effondraient, la propagande américaine resterait inscrite encore pendant très, très, très longtemps dans l'esprit des Américains parce que justement on leur a appris ça et donc c'est important et donc ça explique aussi parfois, certains ne comprennent pas pourquoi certaines populations vont accepter certaines choses, mais parce qu'en fait ce conditionnement a mis très longtemps et là-dessus,
on a, nous, effectivement, une certaine chance en France. On a été moins conditionnés que d'autres pays et donc on est plus facilement critique vis-à-vis de ce genre de choses et on a un esprit critique plus développé, même si l'esprit critique tend à baisser, que beaucoup de pays comme ça où, il faut comprendre que quand vous alliez, à l'école, tout votre processus jusqu'à la fac, vous étiez endoctriné donc on sort pas indemne. C'est pour ça qu'on parle bien d'endoctrinement. Un peu comme, un djihadiste qui va passer par les étapes de radicalisation, c'est exactement ce qui se passait dans les dictatures. Donc quand on sort de ça, on a quand même le cerveau, qui va penser d'une certaine manière et qui va voir le monde d'une certaine manière, alors que c'est pas forcément vrai. Ouais. Mais voilà, on va passer à un autre sujet, heu, c'est ce qui se passe en Île-de-France. Alors moi, c'est un sujet que je dénonce depuis des années et des années et des années et des années. C'est la vente à la découpe de la RATP. Alors, il faut savoir qu'avec la loi LOM, donc loi de je sais plus quoi, organique de mobilité ou je sais plus, qui est une transcription d'une directive européenne. On a innové pour la RATP, c'est-à-dire qu'il fallait libéraliser les transports publics. Ça commence par la SNCF, sauf que la technique qui a été un peu différente pour la RATP, c'était plutôt que de privatiser l'entreprise et de l'ouvrir à la concurrence, on s'est décidé de passer l'entreprise sous un régime d'appel d'offres et donc pour chaque ligne de bus, chaque ligne de métro, alors pour l'instant on n'est pas encore passé au métro, mais ça va, chaque ligne de tramway, on fait un appel d'offres et un opérateur, quel qu'il soit, va pouvoir reprendre le centre de maintenance, le matériel roulant et l'exploitation de la ligne. Concrètement, on sait que partout dans le monde où c'est ce genre de choses s'est fait, c'était une catastrophe, mais catastrophe complète. Ça n'a marché nulle part. Donc on sait que c'est une connerie, mais c'est une directive européenne, que comme nous, on est des vassaux de Bruxelles, on s'est dit: «Ah super, on va le faire», qu'on a le sémillant Jean Castex qui est bien payé à faire ce découpage et donc là, pour la première fois, donc des lignes de bus, donc là, la RATP voit donc 2 lots sur 3, donc c'est, 2/3, des appels d'offres qui lui passent sous le nez, Ouais. en sachant qu'en plus, en parallèle, on a tout fait pendant les dernières années pour détruire l'image de la RATP. Alors ça a commencé, sous Valérie Pécresse avec IDF Mobilité. Vous voyez, par exemple, là, dans le bus, je vais vous montrer une chose et si vous avez des tickets de métro, c'est très, très net, c'est la disparition de la marque RATP. Mmh. Au début, c'est comme vous voyez ici, le logo est devenu beaucoup plus petit que le logo IDF Mobilité et au début, c'était bien le logo RATP le plus gros. Pourquoi? Parce que la RATP, historiquement, c'est une entreprise aussi qui, pendant la Résistance, a lutté contre les nazis. Donc dans l'esprit du Parisien, heu, c'était quand même une entreprise qui, comme on dit, c'est une régie autonome, c'était avec des mecs qui qui ont envoyé du pâté et qui ont résisté contre l'occupant, qui ont permis, de résister contre les bombardements, qui a été active et cetera, qui dont beaucoup de personnel est mort d'ailleurs, en résistant contre l'occupant allemand. Il y a quand même des plaques un peu partout, sur ces morts et donc il fallait la première étape, ça a été de déconstruire l'image. Donc on a changé la couleur des bus, on a enlevé la couleur du logo, on a diminué le logo sur, les tickets justement pour, faire disparaître complètement, heu, justement la RATP et on a commencé à dire: «Le régime social des agents régime de retraite», je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque des Ouais. retraites, le régime des retraites de la RATP, c'est un problème. Alors que c'était l'un des rares régimes de retraite qui était positif, il était pas déficitaire. Alors on va me dire: «Mais pourquoi on a fait ça?» Et à l'époque, nous on l'a dit: «Attention, on est en train de vous truander». La raison pour laquelle ils font ça, c'est que comme ils vont ouvrir à la concurrence,
Ils veulent tirer le truc vers le bas et donc en particulier avec les nouveaux contrats de droit privé des futurs agents de ces, concessions, faites par des opérateurs privés, bah, le régime de retraite de la RATP, ça plaît pas aux patrons, privés. Donc il fallait dégommer ça. Deuxième chose, on disait à chaque grève, on vous disait: «Il faut accélérer la mécanisation des lignes pour les rendre autonomes». Pourquoi? Parce que la RATP finance les travaux, la dette va dans la RATP et la nouvelle entreprise privée qui arrive n'a plus besoin de faire aucun investissement, récupère une ligne toute neuve, toute automatisée et la RATP récupère la dette. Ah! Si on n'appelle pas ça un pacte de corruption, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, donc il y a eu une entourloupe énorme là-dessus. On a détruit, si vous avez fait attention dans les 2 dernières années, on a complètement et Valérie Pécresse a complètement foutu en l'air le système de bus pour le rendre dysfonctionnel. Pourquoi? Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Noam Chomsky qui disait: «Comment on fait pour que les gens acceptent que, on va dire, des joyaux de la couronne soient vendus au privé?» Ben, on détruit doucement un service public, on le rend dysfonctionnel et donc à un moment, on arrive, on dit: «Bah, on va passer au privé, ce sera mieux». Mmh. Et donc, ce qui est sûr, c'est que après, en particulier, il faut se rappeler 95, hein, 95, c'est la grève de la RATP qui fait plier, à l'époque sur retraite, Juppé. Les grèves de 95, ça a été un gros bras de fer et donc ils ont déconstruit comme ça l'image doucement et maintenant, eh ben, ils peuvent donc vendre par lot. Donc maintenant, on a donc un opérateur italien, donc ATM. On a Transdev. Alors Transdev, ça vous dit peut-être rien. Transdev, c'est Veolia. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Je pense que, quelqu'un de bien avisé chercherait les liens, hem, des on va dire des gens de Renaissance avec Veolia. D'ailleurs, attendez. Bon, Veolia a toujours des liens dans tous les partis politiques, de gouvernement, bien entendu. C'est une grande tradition, qui datait d'avant que l'époque où ça s'appelait Veolia, d'ailleurs. Mais bon, ça, les compagnies des eaux arrosaient toujours plein de gens. Oui, tout à fait, mais Veolia qui a été, privatisé depuis, hem, ce qui est sûr, c'est Tradition a que sûrement perduré, je pense, mais bon, ça c'est ah bah oui, bah tiens, j'ai pas vu. Un ancien président de Veolia, tu sais qui c'était en 2011? non? Jean-Louis Borloo. Bah oui, hein, Bref, dans une c'est compagnie des eaux, c'est incroyable. exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a voilà, ça fait partie des groupes tentaculaires. Donc Transdev fait, qui appartient à Veolia. Donc on voit que la RATP qui pourtant, il faut comprendre, hein, alors beaucoup aujourd'hui, ne supportent plus les transports parisiens. Oui, parce qu'on les a rendus comme ça. C'est une volonté, heu, on va dire, c'est pas une incompétence. Il y a une volonté. Par exemple, un des premiers trucs qui a fait que ça a commencé à merder, c'est la privatisation des technocentres. Avant, quand on arrivait, un train, un bus arrivait dans un technocentre de la RATP, toute la chaîne de production, les pièces, tout était internalisé. D'un seul coup, ils ont passé ça à dizaines de prestataires, ce qui fait que quand le bus arrive, c'est plus un mec qui doit intervenir, c'est 10 mecs. Bien sûr, il y a plus de pièces détachées, il y a plus rien et donc le bus, il reste, en vrac parce que ça marche plus et donc tout ça a été déconstruit de manière volontaire toutes ces années et on en arrive maintenant qu'effectivement la population en a marre de la RATP parce que ça déconne, mais ça a été saboté. On est dans un sabotage d'État et bref, donc maintenant on va passer, donc on va avoir un certain nombre de lignes qui va être passées donc sous, giron étranger, en sachant que la RATP opère en plus des lignes à l'étranger et très bien, en fait. On a quand même on a une compétence là-dessus. La ligne 14 était une des premières lignes automatisées au monde. L'Orlyval, on est vraiment très bon, en fait, là-dessus et on a vraiment
détruit comme dans plein d'autres sujets, comme avec EDF et cetera. On a détruit complètement. Bah, déjà, il y a le principe du démantèlement, on l'a vu, je crois que tu l'avais évoqué Pedro, c'était le fait que, par exemple, bah, c'est plus les mêmes tickets si tu prends le métro ou si tu prends le bus. Ah oui, ça par Et exemple. et ça du coup, ça éclaire tout ce qui se préparer derrière. Enfin, je veux dire, c'est même, la condition sine qua non. Tout à fait. Et ce qui est sûr, alors, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de vraiment prouver que ça a été volontaire. Mais c'est volontaire, il y a on Bien peut sûr, alors si c'est pas volontaire, c'est tellement débile que les mecs devraient quand même aller en prison juste parce qu'ils ont été cons. Parce qu'à oui, un moment, moi, imaginons que, je sais pas, j'ai, un grille-pain. Mon grille-pain est en panne. Un grille-pain neuf, c'est 50 €. Je vais voir un réparateur, je le paye 8 000 € pour réparer mon grille-pain oui, et après je lui rachète quand même mon grille-pain et je repaye 8 000 €. À un moment, on va dire: «Eh, tu peut-être un peu con, toi». Bah, c'est un peu ce qui se passe tout le temps. Donc moi, et je pense qu'il y a même plus besoin de prouver, ça ne peut être qu'intentionnel. Montebourg le disait: «C'est le prix de la trahison». Ces gens ont fait ce choix-là. On avait des transports qui étaient quand même, heu, on on va dire, des ça marchait bien, depuis on a un système ancien. On avait des bouches de métro, art déco, tout était et maintenant quand on voit des stations de métro qui ont tenu 100 ans, qui marchent assez bien, dès qu'on construit une nouvelle station de métro avec tous les sous-traitants, déjà on met très longtemps à les construire et le pire, c'est que ça fuite partout. Il y a des dégâts des eaux, c'est horrible. mmh, Donc tout ça pour dire: «Et je vous prédis ce qui va se passer, la RATP ne va se trouver qu'avec les lots les moins rentables». C'est-à-dire tout bien ce qui sûr, va être desserte d'aéroport, tout ça, vous allez voir que ça, tout le monde va se battre pour les avoir, les prix vont augmenter et qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans quelques années, on va nous dire: «Eh beh, il faut vendre ou il faut se débarrasser de cette entreprise parce que cette entreprise ultra endettée, incapable de payer sa dette puisqu'elle aura financé les travaux des autres et qui en plus, ne marchera plus». mmh, Et voilà, et il y a plus de mystère et c'est pour ça, c'est très énervant. Moi, je suis le premier à être énervé parce qu'on l'a vu venir et donc maintenant on y est. mmh, On est en train de découper et donc bientôt vous allez avoir, bah, vous rentrerez dans la ligne 4 Veolia et la ligne 5 Toshiba et la ligne 12, Bolloré et voilà, mmh, et ça ne marche pas. C'est mmh, ouais. Mais en fait, ça du coup, ça nous ramène à l'Argentine. Alors donc après la dictature, le gouvernement de Carlos Menem, c'était la même chose. Ils ont privatisé tous les services publics rentables et ils ont gardé évidemment ce qui était pas rentable. Donc au bout d'un moment, l'État s'est retrouvé en faillite. C'est typiquement ce qui se met en place depuis très longtemps ici, hein, on s'en rend pas compte. Attendez-vous à ce qu'un jour on vous dise que, par exemple, pour payer vos impôts, ça sera géré par une agence, comme en Angleterre. Parce qu'on a cette idée-là et la conséquence quand même pour les usagers, c'est que, si je prends un réseau de bus et puis je dois en prendre un autre, changer par d'autres réseaux de bus, est-ce que je vais devoir payer 2 fois mon ticket? Parce que c'est ça qui se passait notamment enfin moi j'étais en Argentine, tu changeais de bus et bah, il fallait repayer. non mais tout à fait. D'ailleurs, c'est Valérie Donc pour le Pécresse consommateur, c'est pas un cadeau quoi, hein, honnêtement. mmh et Valérie Pécresse, de toute façon, a dit que, on payait pas assez cher et donc il fallait augmenter et ne vous mentez pas. Ces augmentations n'ont pas pour but, pas du tout, d'améliorer la qualité du réseau. Non, c'est juste parce que comme les opérateurs privés vont arriver, il faut qu'ils gagnent plus d'argent. La fameuse privatisation des profits, nationalisation des pertes. Et quand ces opérateurs-là, et ça se passera comme en Angleterre, vont s'effondrer parce qu'il y aura des problèmes, qui est-ce qui abondera pour les sauver, à votre avis? C'est nous, avec nos impôts.
Mmh, ce sera toujours la même chose et on est en train, effectivement, malheureusement, c'est en train de se passer dans une passivité complète. On sait que derrière et ça se passera puisqu'il y a eu déjà des projets sur la table. Il y a les universités qui veulent privatiser. mmh. Heu, on le sait très bien et ils feront la même chose, ils feront à la découpe, ce sera université par université. Ils ils vont, même parfois je pense qu'ils vont scinder les campus pour que ça passe et ce sera tout ça passé à des opérateurs privés et cetera, sous prétexte d'ouverture à la concurrence et donc, on dilapide le patrimoine, parce que pour moi c'est du patrimoine commun. Les transports en commun, c'est pas le mot en commun veut bien dire ce qu'il veut dire et voilà. Et ces gens-là, voilà, à un moment, je je reste convaincu qu'on devrait, comme à une certaine époque, faire quelques fêtes place de la Concorde, des grandes liesses populaires de tranchage de pastèques et de melons. Ça marchait bien et généralement ça calmait un peu les velléités de certains. Ah Bon, ben ça parfois motive. de temps en temps, on tranchait un peu trop de melons et de pastèques et c'était pas les bons, mais quand même ça ça en calmait certains. Ah Et oui, ce qui est sûr c'était un instrument de motivation des généraux lors des guerres aux frontières, d'ailleurs. non, tout Si à tu fait, si tu mais perdais, tu avais gagné, quoi. ce qui est sûr, c'est que lors d'une reprise du pouvoir, un trait de plume et il faudra renationaliser tout ça. Il y aura pas le choix Ouais, et tant pis pour, ces opérateurs parasites, vautours qui seront venus, parce que ce sera du moins-disant social. Il y aura aucune amélioration, ni pour les travailleurs, ni pour les comment ça s'appelle? Les usagers. Peut-être qu'il y aura une amélioration très courte, qui sera survendue par la presse parce qu'ils vous mettront des prix USB dans les murs ou peut-être qu'il y aura des fontaines d'eau ou une connerie comme ça. mmh, Mais le prix va augmenter. C'est partout, ça a été toujours même schéma. Baisse de mmh. la régularité, sous-investissement, prix qui augmente et à la fin, l'État qui rend flou. Et c'en est énervant à un point que c'est alors Jean-Pierre Leroux dit: «D'accord, mais là on blabla, mais comment faisons-nous pour nous en empêcher?» Déjà, il faut alerter les gens. Il faut Mmh, alerter les faut gens de ce qui est en alerter. train de se passer parce que les gens n'ont pas conscience. Ils ne se rendent même pas compte en fait de ce qu'on est en train parce qu'on voit pas la télé, tiens, la RATP est en train d'être vendue à la découpe. C'est pas personne n'en parle en fait. Très peu, même les partis d'opposition, OK, ils en parlent, mais vite fait, il faut en parler. Bah, oui, la FDJ, les transports. Qu'est-ce qui va rester? Il restera rien. C'est terrible. Alors, j'avais, j'avais un sujet, plus léger, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûr. C'était sur Obélix, donc sur, Gérard Depardieu. Alors il y a un procès très compliqué et cetera. Alors moi, j'ai pas envie d'entrer dans le cœur du procès. Ce qui est sûr, c'est que Gérard Depardieu fait partie d'une France qui se comportait d'une certaine manière et pour lequel lui en particulier a été encouragé par la culture à se comporter de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il est devenu, le personnage qu'on voulait qu'il incarne. Oui, oui. Est-ce que il a vrillé par rapport à ça? J'en sais rien, je n'ai pas le mérite pour juger. Je pense juste que i on trucide de nos jours beaucoup a posteriori des gens. Alors est-ce qu'il a été protégé ou pas? J'en sais rien. Bah, il a été protégé par le fait qu'il était très bankable, c'est ça, hein? On va Mmh. dire. Donc, un mec, qui fait rentrer, qui attire du public et ben, c'était valable partout, au théâtre et cetera, bah, c'était la même chose. Bon, on lui passe plus de choses, hein, puisque c'est lui qui fait rentrer le pognon. Enfin, on part du principe, c'est lui qui fait rentrer le pognon, ce qui est pas tout à fait exact parce qu'il faut aussi un metteur en scène, il faut aussi, des gens qui financent
pour qui financent, l'infrastructure et cetera, hein, faut pas mais globalement, Depardieu, j'ai l'impression, d'après ce qu'il racontait, c'est comme si sur les tournages, il continuait à jouer dans Les Valseuses, quoi. Mmh. Enfin voilà, mais bon, et la blague, enfin maintenant tout le monde rigole, enfin tout le monde parle de la blague: «Ouais, mais non, c'est Gérard». Oui, oui, C'est mais je référencé pense dans le que langage c'est courant, quand on dit des conneries ou un truc comme ça, «Ouais, mais il a dit une connerie, mais c'est Gérard». Donc ce qui est une façon de souligner que voilà, il y a des gens à qui on passe tout parce que, bon, on passe tout, parce que c'est normal, ils sont cons, mais ils sont beaux. Mais c'est comme ça, c'est normal. non, mais tout à fait, mais c'est pour ça que pour moi, hem, attention, hein, je ne nie pas la responsabilité de l'homme. Je dis Ouais, juste que quand on a mis quelqu'un dans une case et qu'on l'a encouragé, alimenté, couvert, ça ne peut pas avoir, aucune incidence. De la même manière, souvenez-vous de DSK à qui on envoyait régulièrement des prostituées dans sa chambre. Bah, quand il y a eu Nafissatou, il a plus été capable de faire la différence. Il faut comprendre en fait que, pareil, heu, c'est un scénario sexuel. ouais, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a le psychopathe, pédophile, tout ce que vous voulez, qui va justement, lui, de manière compulsive, sans que la société l'ait conditionné, faire des atrocités et lui, il doit être condamné sévèrement et cetera. Mais il y a d'autres personnes et par exemple, je pense au cas de Michael Jackson ou d'autres, où la société les a enfermés dans un rôle, Ouais, ils ne peuvent plus échapper de ce rôle. Ils vivent avec, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ils vivent dans une bulle oui, avec des gens qui vont entretenir leurs propres vices, parce que c'est un moyen aussi de contrôle sur eux. Et donc le problème, c'est que dans tous ces trucs-là, on juge l'homme et on ne juge jamais le système qui a permis d'être ce qu'il était. Et moi, c'est ça qui me choque profondément. C'est-à-dire on ne tout le système qui lui a permis de faire ça est exonéré. Mais lui oui, est le principal protagoniste. Alors que tout ça n'a été possible que parce que les gens étaient complices, que les gens ont fermé les yeux, que les gens ont pu le oui. laisser faire et l'ont laissé faire. Après attention quand même, le système n'a pas été mis en place de manière structurée pour ça. Il s'est mis en place de manière naturelle parce qu'il y a des réactions, des gens et cetera dans des certaines situations qui arrivent à monter une sorte de système bah, qui devient une norme. Mmh mh. C'est un peu ça le problème et le système, par le même biais, fonctionne sur le mode du, on lâche, puis on lynche. Tout le système médiatique d'une manière générale fonctionne comme ça, mais dans le milieu du spectacle, milieu artistique, ça serait c'est exactement le même système. Ce qui est et ce le milieu artistique, quand on le dit bien, le cinéma, c'est une industrie. Mmh. Faut pas se faire d'illusions. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas que des artistes cool, c'est surtout, à la base, des financiers, et puis après il faut du technicien qu'on paye comme salarié et cetera. Il y a tout ça tout ça qui est en place. Mais effectivement, l'ensemble donc en gros, c'est, pour parler en mode woke, c'est du systémique Mmh. que tu viens de Tout à fait. décrire. Alors Edwige Duff dit, «Ouais, c'est un violeur avec pognon, donc il y a une omerta». Oui, effectivement, Oui, on peut le bien voir sûr. comme ça mais l'omerta, ça veut dire qu'il y a des gens. Moi, c'est toujours ça qui me choque, c'est pour où sont ces gens qui ont fermé les yeux? Où sont ces gens qui lui ont fourni, les victimes? Ouais. Parce que tout le monde savait, c'est une caractéristique de toutes ces histoires, c'est, c'est que tout le monde savait et je pense, malgré tout que la personne, psychologiquement, c'est un peu comme un enfant à qui on donnerait pas de limite. Si vous Ouais, mettez tout à aucune fait. limite à un enfant, l'enfant, il va faire n'importe quoi. Il va casser des trucs, il va créer des colères et cetera. Beaucoup des «stars» entre guillemets, souvent, alors c'était le cas de Michael Jackson parce qu'il avait commencé par l'enfant, ont eu,
on va dire, une vie très déstructurée, auquel on a autorisé tous les caprices et ils sont devenus comme ça et Mmh. parce qu'on leur a mis aucune limite et donc il est très facile de perdre le compas moral de cette question-là. Moi, je me rappelle, dans mes jeunes années, j'ai travaillé, à l'étranger pour une télé et donc sur une émission de variété et il y avait, souvent des défilés de mode et cetera et donc il y avait pas mal de modèles qui venaient, pour, porter les vêtements et j'avais un collègue qui tous les jours partait avec 2 filles au bras, qui leur promettait, parce qu'il était producteur, monts et merveilles, qu'elle n'obtenait pas Bah, et oui. qu'elle allait avec lui uniquement dans le but d'obtenir quelque chose qu'elle n'aurait pas. Un petit rôle dans une télé-réalité et cetera et à un moment, moi, je suis parti parce que je me suis dit: «Je ne veux pas devenir comme ça». Mmh. Mais combien en fait, c'était facile pour lui. Il avait juste à dire: «Toi et toi». Oui, mais ceci dit, ça existe dans la grande distribution, hein. Je connais une espèce de vigile, société qui a été c'était assez rigolo, ça remonte à, avant 2000, hein, en tout cas, il y avait un supermarché continent près de là où j'habitais et globalement, il y avait des vigiles, sociétés de vigiles et le gars dormait à l'hôtel à côté et un jour, il rentre, à l'hôtel, c'était sa pause et cetera et il voit, je sais plus, quel responsable qui entrait dans une piole ou qui sortait d'une piole, avec 2 nanas, 2 caissières et cetera et ben, dans l'après-midi, il a été lourdé, déplacé, changé de poste, enfin changé de poste, on l'a envoyé sur d'autres missions parce que, bah, le gars avait vu un truc qu'il fallait pas. Mais ça veut dire aussi que ce système-là peut exister dans la vie de l'entreprise. Tout à fait. Alors, Nico, on est bien d'accord, hein, il ne s'agit pas du tout d'exonérer, Gérard Depardieu. Le Ah problème, non, c'est non, qu'à chaque fois dans ces histoires-là, c'est où sont tous les autres ouais, qui ont fermé les yeux? Souvenez-vous et pour moi, c'est très évocateur, la question de l'abbé Pierre. Quand on sait que le diocèse, dans le cas de l'abbé Pierre, avait mis quelqu'un, une espèce de garde du corps, heu, de chasteté, pour l'empêcher d'être seul ou de toucher des femmes, ils étaient au courant bah, oui, et donc dès qu'une femme venait, ils savaient qu'ils la mettaient en danger. Ils sont complices directs et même chose dans l'affaire de Betaram. De tous les gens qui ferment les yeux sont complices. C'est un vrai problème de la société. On sait, on ne dit rien, on tourne la tête et c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que je ne veux pas croire que, Gérard Depardieu, tout seul, a décidé de faire ça sans que personne, à part les victimes, ce soit, à un moment dit: «Hé, Gérard, tu déconnes, tu arrêtes ça tout de suite». ouais. Personne lui dit. Oui, Donc mais si on lui dit pas dans les années 90, si tu veux, moi, j'ai un cousin qui bossait dans le cinéma, bah, en gros, c'était: «Bah, non, mais Depardieu est un génie absolu». mmh? Donc le génie absolu a tous les droits. Alors, on l'interrogeait pas là-dessus, mais en gros, c'était le discours, mais Depardieu, c'est un génie. Puis en plus, ouais, il est bankable et puis en plus, on l'exporte aux États-Unis, donc c'est juste une icône et on touche pas aux icônes. Bon, alors, on va parler d'un autre sujet, mais voilà, c'est pour ça que c'est important. Il faut toujours quand il y a effectivement, je pense que c'est aussi on peut considérer Depardieu comme un addict et que certains avaient intérêt à entretenir son addiction pour obtenir des choses Oui, bien sûr. et je pense que c'est ça, en fait, le cœur du truc. C'est-à-dire que, un peu alors, dans une, moindre mesure, certains qui vont, mettre toujours de l'alcool dans les loges et cetera parce qu'ils savent que, comme ça, ils vont être bien, avec telle personne et cetera. Pour revenir, sur, mon, ma courte aventure, dans le show business là-dessus, un des grands trucs, c'était, il fallait consommer de la drogue et Ah si oui, tu consommais pas la drogue au même niveau que les autres, tu étais considéré comme chiant dans le et milieu si de tu la étais pub, chiant, pareil, hein. bah, tu avais pas les meilleurs boulots. Donc mais en même temps, si tu consommais comme eux, bah, tu finissais comme une loque et au bout de 5 ans, tu étais lar lourgué
parce que tu devenais un drogué addict, machin. Et donc, à un moment, tu te rends compte que tu es face à un système qui, si tu veux continuer, soit tu fais ce choix-là, soit de toute façon ça marchera pas. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé, j'ai pas voulu continuer parce que je ne voulais pas. Si tu veux, j'ai vu les mecs au bout de 5 ans, la gueule qu'ils avaient, j'ai vu ce que ça faisait et j'ai dit: «Mais non, j'ai pas envie». Et pourtant, pour un mec comme moi qui disait non, combien ont dit oui? Et on fait parce que, tu te dis, tu regardes, ah putain, tu peux avoir des top modèles tous les jours, tu peux tu fais la fête, tu es content, tout va bien, tu as un statut social, tu es super. Et je pense que si on devait regarder dans les producteurs de TPMP ou des trucs comme ça, je suis sûr que ce système-là, 20 ans ou 30 ans après, existe encore. Il suffit de voir les castings de télé-réalité. C'est il y a pas de mystère et c'est pour ça que, pour moi, c'est ce qui est dommage, c'est qu'au travers de ce procès-là, on fasse pas le procès du système qui permet ça. On fait uniquement le procès d'un homme, comme si c'était un épiphénomène et comme si il n'y avait plus rien, heu, il y avait rien d'autre. Il y avait aucune responsabilité et qu'il était seul responsable vis-à-vis de ça et ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. On va passer sur un autre sujet, Eric. Alors, Mmh. il y a eu j'adore ce nom, la coalition des volontaires. La coalition des volontaires, donc une espèce de théâtre de Guignol fait par, Emmanuel Macron et Keir Starmer, qui veut, trouver un accord pour envoyer des troupes. Alors comme ils en ont presque plus chacun, ils ont pas de matériel, mais il faut quand même faudrait pas que ça fasse trop miteux, donc on essaye de voir avec les autres qui ont envie. Mais au final, il y a pas de succès parce que, bah, tout le monde veut le faire, mais c'est l'autre qui envoie, hein. C'est-à-dire que: «Pas de problème, ah, nous on est volontaires, par contre, ah mais là on n'a pas de militaires, ah mais on n'a pas de tank, on n'a pas de machin». C'est-à-dire que c'est un peu comme, «Ah il y a un SDF dans la rue, il faudrait vraiment qu'on l'emmène jusqu'au centre. Par contre là moi je peux pas, j'ai mal au dos. Ah mais non, mais là j'ai un rendez-vous chez le médecin. Ah bah non, j'ai piscine». Tu vois? Tout le monde Ouais, veut, mais personne le fait. ça c'est clair, ouais. Ouais, non, mais Et donc, bah, non, mais après c'est toujours bon, c'est la même chose depuis le début, on l'a toujours dit, c'est-à-dire, en gros, tu as les experts de plateau qui disent: «Bah, il faudrait y aller parce que ça calmerait» et cetera. Ils en savent rien non plus et puis, Bernard-Henri Lévy et machin qui dit: «Bah, allons-y, battons-nous jusqu'au dernier Ukrainien. Moi, j'irai faire un reportage, dans un endroit pas trop dangereux et puis je ramènerai deux trois images, je ferai un petit film qui se verra pas, mais bon». Et puis tout va bien, mais globalement, c'est toujours la même chose. Donc comme disait, alors mince, je sais plus qui, la guerre est faite par des gens, est faite pour des gens qui se connaissent mais ne la font pas, par des gens qui se connaissent pas mais la font, ou vice versa d'ailleurs. C'est typiquement ça. Heu, Moi je me rappelle, hein, j'avais un copain, il me disait: «Oui machin, sur l'Ukraine et cetera, tu te rends pas compte, c'est scandaleux». Je dis: «Mais tu es prêt à envoyer ton fils? Il est bon là, il a 20 ans. Tu es prêt à l'envoyer?» Et là j'ai senti que ça coinçait. Parce que la conséquence, concrète, c'est à un moment donné, c'est quand même ça. C'est quand même des gens jeunes qui partent et puis qui reviendront pas, qui reviendront dans un sale état. Donc bon. bah, il y avait une vidéo qui circulait comme ça, je crois, je sais pas si je l'avais Ah, c'est en partagée. Angleterre où les Oui, mecs disaient: oui, «Oui, il faut y ils aller» faisaient et une puis après manifestation donc pour, envoyer des troupes, en ouais, en Ukraine et donc ils s'interrogent, ces jeunes et après ils leur demandent: «Et toi tu y vas?» «Ah non, mais moi je suis objecteur de conscience». «Et toi tu y ouais, vas?» «Ah non, mais moi j'ai mal au dos, compliqué». «Ah et toi tu y vas?» «Ah mais moi je suis un peu gros, je suis pas sûr qu'ils voudront, mais je veux quand même aider, hein». Et après il y en a un autre: «Ah non, mais finalement je suis pas sûr que ce soit une bonne chose que l'Ukraine rentre dans l'OTAN». Et donc d'un seul coup, quand on les mettait face au truc: «Ah il faut y aller?» «Ah bah ouais, non mais non». D'ailleurs, je me suis demandé, tu vois, s'il fallait pas faire un prank pour tous ceux qui s'évadent en guerre, de convoquer comme ça une fausse manifestation, tu vois?
et après, tu les chopes tous, tu prends un faux un sergent, tu sais, façon, surprise, surprise pour les plus vieux, tu vois? Tu prends un faux sergent instructeur et tu dis: «Bon là, vous bon, OK, on y va». Et là, tu vois la tête des mecs qui se décomposent, tu vois? «Ouais, on va au front». «Ouais, c'est pas ce que vous voulez? On y va, Ouais, tenez». Et d'un seul coup, tu vas voir que c'est plus facile d'envoyer les autres au front que d'y aller soi-même. Et tous les peuples, quels qu'ils soient, que ce soit les Ukrainiens, les populations ukrainiennes ou même russes, aspirent à la paix. Il y a pas de peuple, qui aime faire la guerre, c'est pas vrai. Les dirigeants aiment faire les guerres, mais les peuples, ils ça les guerres, ça les emmerde. Parce qu'ils meurent, parce que leurs baraques brûlent, parce que voilà, personne n'aime l'instabilité. Même même quand il y a une haine terrible, heu vis-à-vis de l'agresseur ou de l'agressé. À un moment, les gens, ils ont envie d'arrêter. Donc parce que c'est plus possible. Et le truc, ce qui est sûr, c'est que là, on est face à une, on va dire, les Européens qui sentent bien qu'ils vont se faire damner le pion par les Américains bon, et ça donc c'est ils clair. veulent sauver la face, et Poutine qui a trollé parce que Poutine, donc je vais vous partager, Ah oui, a évoqué justement qu'il il est est taquin en pas plus, il est contre une insensible. administration transitoire pour l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. Cela dans le but d'organiser une élection présidentielle démocratique dans ce pays, puis négocier un accord de paix avec les nouvelles autorités. Et donc, il prend tout le monde à contre-pied parce qu'il dit: «Pas de problème, l'ONU». Et le truc, c'est que l'ONU, bah, c'est pas que les Européens, c'est pas que les Américains, c'est beaucoup plus large, et ça veut dire potentiellement des soldats, de pays, qui n'ont rien à voir. Ça peut être des Chinois, ça peut être des Brésiliens, des Indiens qui viendraient, et plus des Européens. Et ça va être compliqué. Et surtout, il dit pour qu'il y ait des élections démocratiques. Donc, il sous-entend qu'il n'y a pas, et c'est vrai qu'il n'y a plus d'élections en Ukraine. Alors, on va être très, Alors je crois que la constitution ukrainienne prévoit qu'en fait, le mandat est prolongé en cas de guerre. voilà, non, Je mais crois on va je crois être que c'est très ça clair. qui est Pendant une juridiquement, hein. guerre, faire des élections, c'est quand même moyen, tu vois? On peut comprendre que c'est pas les meilleures conditions pour faire des Oui. campagnes, Il y a tu vois? Rebecca Caillou qui dit effectivement c'est le président de la Rada qui devrait signer, mais la Rada est aussi périmée. Il faudrait refaire des élections aussi. La Rada, c'est le parlement, ukrainien. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est on est face à une situation un peu particulière, mais ce qui est important, c'est que oui, l'ONU devrait, pourquoi on n'envoie pas des casques bleus? Et ça, et les Américains et les Européens ont toujours refusé qu'on envoie des casques bleus en Ukraine. Je comprends. Donc donc c'est vrai que voilà, c'est très compliqué. On verra bien ce qui va se passer. Je pense que Georges, vous en parlera. On va Ouais. aller voir justement, alors, Juste une chose, bah, Poutine, en fait, il joue sur du velours parce qu'il sait très bien que Zelensky va sauter. Pour une raison très simple, c'est qu'en gros, quand tu finis une guerre, tu veux clôturer tout ce qui te rappelle la séquence. mmh, Donc Churchill, il a perdu les élections en 45, par exemple. Il a tenu son pays pendant tout le temps de et puis il a perdu en 45. Clémenceau, c'est pareil. Il s'est retrouvé écarté des affaires après, parce que les gens veulent passer à autre chose, tout bêtement et qu'ils veulent oublier, bah, les tout ce qui leur rappelle ça. Aussi simple que ça. Donc il est c'est pas absurde de sa part, hein, mmh. mais en même temps, c'est parfaitement du bien joué. Oui, tout à fait, Honnêtement, surtout qu'il remet l'ONU au centre du jeu, et donc ça va être très dur pour les occidentaux de dire: «Ah, c'est pas bien l'ONU» et cetera. C'est oui, mais le c'est problème, c'est que pendant que ça discute là-dessus et que ça ergote et ben, pendant ce temps-là, lui, il continue à avancer, hein, oui, parce que et malheureusement, il y a globalement, des morts, et voilà. l'assaillant de Koursk, je crois qu'il est quasiment complètement repris. Les Ukrainiens ont essayé de faire la même chose qu'ils avaient fait sur Koursk, dans la région de Belgorod, mais Mais après, quand on mais regarde, ça n'a pas été très loin quand même, hein. non, mais ça a été très mis en avant alors que la ville est genre collée à la frontière comme ça, tu vois? Oui, Aux oui, tout à grandes fait. percées ukrainiennes d'une ville, frontalière, tu vois? Bon, à un Ça n'a rien à moment, voir avec la percée qu'ils avaient fait sur Koursk, à l'époque, quoi. non, et c'est surtout, il il faut,
Il Oui, faut alors effectivement, Maison dit Staline n'a pas été écarté après la guerre. Alors là, c'est un autre régime. C'était pas un régime d'élection. mmh. On connaît le principe, quoi. Bon, quant au fait que Poutine veuille partir, clair, j'en suis pas certain, hein. Mais Il y a le des problème, trucs c'est où qu'il va mourir d'un on de est ces content de 14 rester, hein. cancers. Donc bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la situation est mouvante, le monde est en train de changer et vite et justement, ça me permet de rebondir là-dessus donc on va alors au début, j'ai parlé d'un voyage, je n'ai pas dit où, mais je vais vous, faire un petit teasing et peut-être que comme ça vous devinerez, où est-ce qu'on va aller. Alors bougez pas, c'est une référence pour, ceux qui savent. This is madness! Voilà, donc pour ceux qui ont compris, Mmh. on va quelque part où la démocratie est apparue, il y a très longtemps et on va voir, un certain nombre de gens parce que là-bas aussi ça bouge, il y a eu beaucoup de manifestations et cetera. Hem ah oui, il a déjà dit: «Ah là là, moi qui pensais que ça avait été trollé et peut-être que sur le retour, on va faire un comment ça s'appelle? Un détour par, les Balkans, on va voir. Pour l'instant, tout est ouvert. Oui, c'est 300, et donc oui, j'ai vu tous les remixes, je connais par cœur. Je suis un grand fan et d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande si je vais pas me faire la barbe de Léonidas pour, Oh non, tu non, vois? tu vas pas faire ça. Quoi, la barbe de Léonidas? Si, je pourrais me faire la barbe de Léonidas avec la petite natte là, mais tu vois, Ouais, genre, mais il faudrait du chocolat là pour faire la barbe de ouais, et Léonidas. puis tu vas avec les sandales et la jupette là, ça j'attends de voir ça, hein. Alors fais gaffe, c'est toi que j'ai balancé dans le puits. Voilà et alors, Claire qui dit qu'on passe du coq à l'âne. Alors non, Qui est le coq, passe qui est du l'âne? vin au ouzo, c'est pas pareil. Donc La question, c'est toujours ça, hein, qui fait le coq, qui fait l'âne? exactement. On est d'accord, Lézy, Oui, la elle a raison. démocratie, athénienne et ah oui et d'ailleurs, on parle de démocratie athénienne, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui m'a scotché. Hier, je faisais réviser à mon fils son cours d'histoire et donc Ah il oui. faisait la Grèce antique et donc à un moment, il parle des cités et cetera et donc des régimes de gouvernement. Donc il me cite les différents régimes de gouvernement: monarchie, oligarchie, démocratie. Donc je lui demande, bah, la démocratie, c'est les citoyens, l'oligarchie, c'est un groupe de personnes et la monarchie, c'est une seule personne. Et là, je lui dis: «Bah, et en France, tu penses qu'on est en quel régime?» Et là, il me regarde, il fait: «Bah, en oligarchie, c'est un groupe de personnes qui nous dirigent» et je lui fais: tu penses pas que c'est la démocratie?» Il fait: «Bah non, c'est pas tous les citoyens qui donnent leur avis» et là, je me suis dit: «Eh ouais, un gosse de 11 ans est plus lucide que la majorité des Français». Voilà, c'était l'anecdote du jour, mais c'est vrai que quand, on se rend compte que le bon sens de l'enfant qui voit la situation, il fait: «Oui, bah, non, c'est pas une démocratie». Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de documenter ça. Vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne. On va essayer on va voir si on fait, des lives et de là-bas et peut-être que nos camarades Eric et les équipes qui resteront, ici bien au frais, pourront, faire. Mais on vous promet du contenu sympa, promis. On boira avec modération, juste pour célébrer la fraternité entre le peuple français et le peuple grec, en particulier dans les luttes contre l'Union européenne. Donc là-dessus, c'est très important et alors tout à fait, comprends d'ailleurs pas l'engouement pour cette civilisation. J'espère qu'Olivier ne regarde pas l'émission ou même Georges. Je suis tribal. Les Grecs ont quand même un super panthéon, ils ont fait des temples et tout. Quand même, c'est l'Iliade, l'Odyssée.
fondement de notre civilisation. Sans l'Iliade et l'Odyssée, il y aurait pas de civilisation européenne. Oui, mais de toute façon, la démocratie en fait, le problème de la démocratie athénienne, ce qui était soulevé, c'est un petit peu comme si seuls les cadres pouvaient voter aujourd'hui. Mmh. Mais globalement, c'était déjà beaucoup de monde. C'était pas 4 mecs, dans un salon, ou 5 et cetera. Et du coup, ça s'est étendu. Comme de la même manière que le suffrage, universel, est passé, était au départ censitaire, c'est-à-dire ceux qui payaient un certain nombre d'impôts pouvaient, heu, pouvaient voter et puis après ça a été étendu, ça a été universalisé. C'est à un moment donné un mécanisme qui fait que, bah, du coup le modèle, devient pas mal devient considéré et puis qu'on se dit qu'on pourrait quand même vraiment l'améliorer par la suite. Mmh. Oui, tout à fait, mais bon, on peut nier, l'importance de l'apport de la culture grecque dans notre civilisation en sachant que tout part de la dramaturgie, d'Homère. Donc Homère, ce ce grand poète grec et pas, le père de Bart et de Lisa Simpson. Mais parce que quand tu parles des gènes, faut Homère, ouais, je connais, il est jaune. Voilà Oui. et c'est important et d'ailleurs, il faut savoir qu'avec la cancel culture heu une partie du wokisme, ils considèrent que, l'Iliade et l'Odyssée sont, d'horribles, heu chants à la gloire du patriarcat, masculiniste, et parce qu'il y a des viols, de l'inceste et cetera et il faut savoir que alors, c'est complètement dépravé la mythologie, gréco-romaine. Ah oui, Entre Zeus qui a je ne sais pas combien d'épouses, plus ou moins consentantes ou pas consentantes du tout, qui se transforment dans tout ce qui est possible pour, on va dire, je crois qu'il a plus d'appétit sexuel que Gérard Depardieu ou Dominique Strauss-Kahn réunis. Heu, c'est n'importe quoi et donc ouais. effectivement, ça choque beaucoup, entre, le frère qui couche avec la sœur et avec le père et machin. Ça, c'est Vous vraiment trouvez que et en vous même trouvez que la Bible, c'est si moral que ça? L'Ancien Testament? David, qui tue son pote, pour se taper sa femme et cetera. Enfin, qui c'est bon, ce qui est la base du scénario du facteur sonne toujours 2 fois, hein. Et puis oui, mais qu'après, tout à fait. voilà, Mais après il a le mais remords, ça hein, mais et bon. en même temps, Thésée, Persée, la Gorgone, le Minotaure, tu vois? Heu Achille, il y a toute, comment ça s'appelle? Il y a toute une mythologie et dans, la Grèce antique, malgré, tout ce qu'on essaie de nous faire croire et dans les personnages, il y a quand même des femmes très Ah oui, fortes. tout à fait. Circé qui empêche Ulysse de repartir. La Gorgone est une femme. Heu, hem, comment ça s'appelle? Thésée ne peut vaincre le Minotaure que grâce à Ariane et donc non, il y a beaucoup de Athéna quand même qui Ah oui. sacré morceau de bonne femme, hein, quand même. Héra, il il y a, c'est pas du tout un panthéon, masculiniste comme on pourrait le faire croire. Mais bon, malheureusement, certains ont dit c'était trop blanc, machin, truc et cetera. Oui, Pénélope, il y en Ouais. a plein. Ah oui, Pénélope qui tient d'ailleurs, son royaume, mais qui se laisse pas faire, hein, qui trouve tous les stratagèmes pour empêcher, les hommes de prendre la place du Vice. Non, il y a vraiment, heu une, un un panthéon assez fort là-dessus et c'est vrai que, voilà, oui, les harpies, OK, c'est c'est pas Bah, les valorisé harpies, bah, dans des ça textes. existe. Non, mais c'est quand même, c'est très, très particulier, mais la place de la femme était quand même, il faut savoir que si je me trompe pas, alors il faudrait demander à Emmanuel Todd, mais les premières civilisations, grecques, c'est des matriarcats d'ailleurs. Avant, de passer avec des soldats et cetera, mais il y avait beaucoup de matriarcat Mmh. et d'ailleurs, je crois que la légende dit que c'est parce que c'est quand les hommes prennent le pouvoir que les guerres arrivent, que tant que c'était du matriarcat, il y avait pas de guerre. Mais bon, ça je ne suis pas assez calé sur cette période-là de l'Antiquité pour savoir. Mais ce qui est sûr, c'est je pense que c'est important.
En plus, franchement, heu, c'est en termes d'imagination, c'est pour les enfants, mais c'est génial, des monstres géants. Pourquoi regarder des films Marvel quand tu as des combats impressionnants, de la mythologie? Ça fait rêver avant le cinéma. C'est des entre les dragons, le cerbère, les enfers, le passeur du Styx. Franchement, Écoute, c'est heu, nouveau, hein. Tolkien n'a rien inventé. C'est impressionnant. La richesse, en fait, de cette culture-là, est quand même assez impressionnante. D'ailleurs, tellement que les Romains, ont juste renommé les mecs. Comme on dit, ils ont fait du rebranding et ils ont piqué la mythologie, Ouais, hem, grecque et surtout, et ça, c'est un des trucs très importants, la mythologie grecque avait une capacité à intégrer, des dieux externes. C'est-à-dire que quand il y avait une conquête d'un coin et cetera, hem par, ouais, Alexandre, et ben, les mecs, ils avaient un dieu plutôt que d'exclure les mecs et dit: «Tu dois adopter un nouveau dieu». C'est ça l'intérêt du polythéisme aussi, c'est dire: «Ah mais en fait ton dieu, il était aussi dans notre panthéon, c'est juste qu'on le connaissait pas, c'est le fils caché de Zeus». Et donc je pense que c'est pour ça que Zeus s'est retrouvé aussi avec beaucoup d'enfants. On a dû dire: «Bon, ah mais en fait toi, ton dieu, c'est le fils caché et tout», et donc à la fin, tu te retrouves avec, un tout un tas de dieux avec des caractéristiques différentes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que pour, assimiler les peuples, bah, le meilleur moyen, c'était d'assimiler leur religion dans le cadre de cette religion commune. Et mmh, d'ailleurs, c'est pour ça que, au moment de l'arrivée des religions monothéistes, il y a eu beaucoup, beaucoup de frictions parce que d'un seul coup, les mecs ils disaient: «Mais on peut intégrer votre Dieu dans notre panthéon de dieux. Pourquoi vous nous emmerdez à vouloir croire à un seul Dieu?» oui. Enfin bref. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Heu, on effectivement, en plus, je crois qu'on va aller, il y aura pas mal d'éclairs, donc peut-être que c'est un message de Zeus. J'ai regardé la météo puisque j'aimerais bien faire quelques tournages en extérieur et et ce serait marrant qu'il y ait quelques petits éclairs comme ça. Si j'arrive à faire une vidéo et que d'un seul coup, il y a un éclair qui tombe comme ça sur un drapeau de l'Union européenne qui prend feu, franchement, vous pourrez me Alors là donner un Oscar. là, c'est cool. Là, c'est culte. Mais Ah bon, ouais. déjà, rien qu'un éclair, sur le mont Olympe, ça sera pas mal. Ouais, non mais tu te rends compte? Non mais je pense qu'il faut que j'arrive à provoquer cette situation-là. Je vais me Non, démerder. joue pas avec ça. Bon, ouais, c'est un coup à faire foudroyer Georges. Bon allez, bonne journée.